aussi pour les guider, les sécuriser, les structurer. J'ai décrit qui est à la fois de construction et déconstruction. Ça s'appelle non processus allostérique. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait une conférence il y a une vingtaine d'années aux États-Unis à un congrès d'éducation en biologie et j'ai utilisé une métaphore qui est la métaphore des protéines allostériques. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est des protéines comme l'hémoglobine par exemple, qui a des particularités. Ce qui fait son site actif par exemple, c'est pas la suite des informations, c'est les liens entre les informations. Pour la pensée c'est pareil. La pensée c'est pas la suite des informations, c'est les liens que vous pouvez faire entre les informations, vous voyez. Cette protéine aussi, si vous agissez directement sur elle, vous la cassez et donc rien ne se passe. C'est pareil pour un enfant, si vous agissez brutalement sur lui, hein, vous empêchez d'apprendre, vous cassez sa pensée si vous voulez. Bonjour André Jordan. Bonjour Claude Bertrand. Tu viens de présenter au Forum des pratiques numériques pour l'éducation EIDO 64, donc à Pau, une conférence intitulée « À l'heure du numérique, faut-il encore apprendre ?» Alors, cette question, en la regardant de près, suppose-t-elle que l'on pourrait ne plus apprendre? C'est ce que me disent parfois beaucoup de jeunes. Quand je leur dis il faut apprendre ça, ils me disent mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi d'apprendre ça? Je le trouve dans Wikipédia, je le trouve sur tel site, donc j'ai plus besoin d'apprendre. Et on se fait souvent beaucoup d'illusions au numérique. On pense qu'il suffit d'introduire le numérique pour automatiquement le savoir soit là. Or, malheureusement, c'est pas vrai. Alors en quelques mots, qu'est-ce que tu leur réponds à ces jeunes? Je leur dis pour trouver l'information, il faut la chercher. Et si tu sais pas trouver un bon mot-clé, si tu sais pas trouver sur quelle chance chercher, si tu sais pas avoir un petit peu d'esprit critique, tu sais pas si c'est une information ou une désinformation. Alors, dans ton intervention, je retiens l'idée que on a des difficultés à déconstruire pour apprendre. Alors il faut déconstruire pour apprendre? Oui, parce que tout le monde a déjà des idées préalables, ce que nous on appelle dans le jargon les conceptions. Et ces conceptions, très souvent, elles empêchent de comprendre le monde, elles empêchent même de lire le monde. Ce matin, j'ai présenté des exemples où on pouvait pas, les enfants ou les mêmes adultes n'arrivaient pas à lire. Et si on ne les démonte pas, malheureusement, le savoir ne s'imprègne pas. On ne le voit même pas, on ne l'entend même pas. Donc le gros problème aujourd'hui, alors que le constructivisme est à la mode, c'est justement de déconstruire. C'est un paradoxe là. À la fois, il faut que déconstruire et construire autre chose. Alors comment fait-on pour déconstruire et construire à la fois? L'environnement est essentiel? Il n'y a pas de méthode. Les méthodes, ça marche uniquement pour les gens qui les créent. Oui. Ce qu'il faut, c'est créer un environnement didactique pour essayer d'une part de créer le désir d'apprendre. Parce que s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas de questions, on n'apprend pas. Et en même temps, il faut avoir un environnement qui déstabilise, qui crée une petite déficience de façon que la personne s'interroge sur elle-même pour voir si son savoir est bien adapté ou pas. Et puis après, il faut l'accompagner à élaborer autre chose. Et le numérique dans cette situation? Alors, le numérique, c'est un outil. Ça ne va pas apporter tout, mais ça peut être un outil qui peut être utile parce que ça apporte plein d'informations, ça peut permettre à l'élève de faire plein de contre-expériences, etc. Mais il ne faut pas croire qu'automatiquement le numérique va être la solution. C'est vrai que le numérique, les enfants n'ont pas peur. Mais c'est pas parce qu'ils ont grandi le numérique qu'ils vont forcément avoir accès facilement. Moi, j'ai grandi avec l'avion, c'est pas pour ça que je suis piloté un avion, vous voyez, c'est pour parler de métaphore. Alors aujourd'hui, on voit l'ensemble des médias, mais on le voit se poindre aussi sur les réseaux sociaux, les wax. Oui. Le filter bubble, les fake news, les fausses nouvelles se diffusent à une vitesse grand V, on en parle beaucoup, et certains même craignent d'ailleurs pour la démocratie. Cette désinformation peut être utilisée, disent-ils, pour saper la notion de vérité objective et réduire la confiance dans les sources du savoir. Oui, c'est inquiétant, qu'est-ce qu'on peut en penser? Parce que même des gens bien intentionnés t'envoient parfois des fausses nouvelles, qui croient de bonne foi être des bonnes nouvelles. Là, ce qu'il faut développer, c'est évidemment l'esprit critique. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a une information, savoir qui la donne, pourquoi il la donne, quels sont les enjeux qui sont derrière, et éventuellement la confronter à d'autres informations. Ça aussi, c'est un apprentissage à faire sur le numérique. Autrement, très souvent, on peut se faire avoir par le numérique. Moi, je côtoie des journalistes qui m'ont même dit nous avons parfois des difficultés à vérifier, à savoir si effectivement cette l'information-là est exacte ou fausse. Parfois c'est facile. Là, par exemple, la dernière information qui passait, c'était ils avaient mis un œuf entre deux téléphones portables et ils disaient que ça allait cuire. Bon, moi j'ai fait tout de suite l'expérience. Manifestement, ça ne cuisait pas. Tu as fait l'expérience malgré tout. Tu te doutais pas quand même que ça pouvait ne pas être vrai? Moi j'ai toujours symptômes. Je cherche l'expérience d'abord. Quand on peut la faire, oui. Mais très souvent, on ne peut pas la faire, l'expérience. Donc, il faut confronter différentes sources pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. On trouve même dans les médias aujourd'hui ce type de
de processus où en fait on présente une information de façon ironique, de façon absolument pas factuelle. Et donc l'enseignant, le journaliste sont-ils confrontés à ces mêmes problèmes? Tout à fait, même ça va très loin, parce que moi qui suis scientifique, très souvent je me confronte à mes collègues qui très souvent donnent des fausses informations aussi, notamment les neurosciences par exemple. En ce moment c'est la mode des neurosciences. Oui. Quand on va voir dans le détail comment ils ont fait l'expérience, on a des doutes sur la véracité de leurs résultats. Alors là, il y a un travail à faire de confrontation par rapport dans la communauté scientifique. Quand on écoute ta conférence, sa conclusion interroge également. Tu dis, on est souvent devant des injonctions paradoxales. Oui. Explique d'abord. Alors d'abord parce que, injonction, parce que très souvent, dans l'éducation, tout vient d'en haut. Alors que moi, je suis partisan que tout vienne du bas, plutôt. Mais malheureusement, apprendre, c'est très paradoxal. Tout est paradoxal dans l'apprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut faire avec ces conceptions, parce que c'est les seuls outils à notre disposition, et en même temps, il faut faire contre. Autrement, on reste bloqué. Et on apprend seul, parce qu'on ne peut pas faire apprendre à l'autre automatiquement. Sûr, oui. Et en même temps, on n'apprend pas tout seul. Il faut être confronté à interagir avec d'autres personnes pour pouvoir apprendre. Vous voyez. Tout est paradoxal. Et on a beaucoup du mal dans notre culture classique cartésienne à accepter les paradoxes. Or, la vie est paradoxale. Même la biologie, moi je suis biologiste d'origine, un corps humain il tient droit parce qu'il y a des muscles qui tirent d'un côté et des muscles qui tirent de l'autre. Et c'est la régulation entre ces choses-là qui permet au cœur de se maintenir. C'est pareil pour apprendre. Il faut à la fois faire avec pour aller contre. Et dans la formation des enseignants, cette problématique-là elle passera en 2050 peut-être. Tu es donc très optimiste par nature. Mais je continue à me battre quand même pour essayer de faire passer les choses comme toi tu le fais très bien avec tes interviews. Merci beaucoup André. Voilà, merci.